Puisque les milliardaires se nourrissent de notre travail, de nos impôts et de nos ressources naturelles, comment s'en débarrasser pour recréer une société en bonne santé ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille le sociologue Nicolas Framont pour la deuxième partie de notre échange sur les milliardaires parasites. Et cette fois, on va parler de solutions pour se débarrasser de ces parasites de notre société. Salut Nicolas. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es sociologue, rédacteur en chef de Frustration Magazine et auteur du livre Parasite. Le résumé très rapide, c'était passionnant, de la première partie de notre interview, c'est que, pour faire simple, les 500 familles les plus riches de France sont des parasites pour la société. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de preuves réelles qui créent de l'emploi. Et surtout, ils nous coûtent très cher, car ils sont financés par nos impôts, ils dégradent les conditions de travail et flinguent la planète. Voilà, simple, direct, efficace. C'est bien résumé. C'était le diagnostic. Mais maintenant, le but, c'est de parler des remèdes. Pour commencer, pourquoi est-ce que toi, ça te tient à cœur de réduire les inégalités ? Moi, j'ai vu beaucoup de gens souffrir, et j'en vois encore beaucoup souffrir du capitalisme, concrètement, dans leur corps, avec des gens qui vraiment subissent la précarité. Et voilà, simplement, le moteur, moi, c'est que j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que les gens que je vois au marché, parce qu'avec mon compagnon, on travaille au marché de Saintes, je fais ça aussi, c'est des gens qui se tuent le dos au travail. Par exemple, moi, je suis sincèrement furieux qu'ils aient à travailler 2 ans de plus. Et je vois comment ça les affecte. Moi, ça me fait de la peine. Donc, mon premier moteur, moi, c'est d'aider les gens qui sont mes proches à aller mieux dans leur vie. Et puis, je suis très sensible à la question écologique. J'ai toujours vécu à la campagne, etc. Je suis très frappé par ce qui se passe en ce moment. Ici, on a subi une très grave canicule l'été dernier. On sait qu'on va en subir à nouveau une très grave. Et l'agriculture productiviste des grands propriétaires terriens continue de pomper toutes ces nappes phréatiques, continue de planter du maïs alors que ça demande beaucoup trop d'eau. Et donc, je vois bien comment on est déjà dans la catastrophe et que ceux qui sont aux commandes, avec leurs alliés, par exemple ici c'est les préfets qui bossent vraiment pour les gros propriétaires, vont continuer jusqu'au bout à produire de l'élevage intensif, du maïs et qu'il restera plus d'eau. Donc je suis très à court terme inquiet et je pense qu'en fait on va assister à des catastrophes de plus en plus rapprochées. Donc ce qui auparavant était peut-être pour certains militants une sorte de question de principe, moi je veux une société plus juste, etc. Ça va devenir de plus en plus une question de survie. Moi je le ressens déjà comme une question de survie, en tout cas pour moi et mes proches. Donc ça, c'est un moteur très fort. Ouais. On va remonter un peu dans le temps parce que tu l'évoquais, les dominants aiment bien réécrire l'histoire et raconter que c'est eux qui ont par exemple gentiment accordé dans leur bonté les congés payés en 36 ou créé la Sécu en 45. Je comprends qu'ils aient pas trop envie de raconter qu'il y a eu des grèves massives, des occupations d'usines, des syndicats mobilisés et qu'il y avait un vrai rapport de force qu'ils ont perdu en fait. Tu peux nous en parler ? Oui, je pense que on m'avait parlé d'un concept qui est plutôt utilisé par les féministes qui s'appelle le gaslighting. C'est une forme de violence psychologique qui consiste à faire douter une victime, par exemple, de violence, de ce qui s'est réellement passé. Et c'est un peu ce qui se passe, je trouve, dans la réécriture bourgeoise de l'histoire. C'est une forme de gaslighting, c'est-à-dire que non seulement on élimine de notre vision les moments où dans la société en tant que classe travailleuse on a été fort, éliminer le mauvais rôle qu'a eu la bourgeoisie parce que par exemple gommer toute sa mémoire de l'esclavage et toutes ses origines de la fortune des bourgeoisies européennes liées à l'esclavage pour moi participe de ce processus. Et puis à côté de ça, il gomme aussi les moments où les classes laborieuses ont été puissantes et le rôle positif qu'elles ont joué dans l'histoire du pays. Effectivement, les congés payés. Moi je trouve ça fou qu'on nous dise que les congés payés ça a été obtenu par un gouvernement sympa, le Front populaire. C'est pas simplement une conquête sociale obtenue par les urnes, en fait c'est plutôt une conquête sociale obtenue par des grèves massives et des occupations d'usines, à un moment où le patronat a énormément flippé. Et ça, on nous l'élimine également. L'après-guerre, par exemple, la création de la sécurité sociale, moi j'entends encore trop souvent que ça a été créé par le général de Gaulle. De Gaulle a inventé la sécurité sociale. En fait, pas du tout. Effectivement, le général de Gaulle dirigeait les gouvernements provisoires, mais les gouvernements provisoires étaient composés en grande partie de communistes. Et pourquoi les communistes avaient autant de poids à l'époque ? Parce que c'était les principaux résistants contre l'occupant et qu'ils étaient armés, que la CGT était très très forte et donc le pays était aux mains, finalement, du mouvement ouvrier à ce moment-là. Donc de Gaulle, effectivement, chapeautait tout ça. Mais encore une fois, ceux qui ont mis en œuvre la sécurité sociale, c'est notamment Ambroise Croizat, qui était un ministre anciennement ouvrier. Donc c'est quand même pas rien. Donc on doit finalement, au moment de conflictualité sociale victorieux pour la classe ouvrière, la sécurité sociale, la solidarité, le droit du travail, ce qu'il en reste, on va dire, on le doit quand même à ces moments où on a été fort, et pas simplement fort électoralement, parce que une des réécritures de l'histoire, c'est aussi de dire oui, le changement, ça s'obtient, mais par les urnes. En réalité, si on voit le système dans lequel on est actuellement, beaucoup de choses positives n'ont pas été obtenues par les urnes, mais par le conflit social. Pourquoi on nous enlève ça de notre mémoire ? C'est parce que ils préfèrent qu'on se conforme à un système électoral
qui est très favorable quand même à la bourgeoisie pour tout un tas de raisons. Ils préfèrent qu'on se tourne vers ça pour régler les conflits sociaux plutôt que vers la grève, par exemple, qui est en fait la forme la plus efficace pour les régler. Alors concrètement, on fait quoi pour se débarrasser des milliardaires parasites? Un des moyens les plus efficaces dans l'histoire, c'est la grève. Et encore aujourd'hui, t'écris dans ton livre Parasite, en 2020, cette stat est incroyable, 60% des entreprises où il y a eu une grève dans l'année ont eu des négociations fructueuses pour les salariés, donc ça marche plutôt bien, alors que dans les entreprises sans conflit social, c'est 5 fois moins. À peine 12% d'amélioration des conditions salariales. Tu peux nous parler de la puissance des grèves? Ah oui, cette stat, j'étais tombé dessus par hasard. Hein. C'est une stat du ministère du Travail en plus, hein, donc vraiment qui va complètement à l'encontre de l'idée du dialogue social, quoi. C'est-à-dire le dialogue social, c'est vraiment on se pose tous ensemble autour d'une table, on se parle poliment et puis on essaie de trouver des solutions communes. Mais il n'y a pas de solution commune dans un système capitaliste. Il y a un rapport de force. Et donc voilà, le fait que quand il y a une grève, les salariés obtiennent des augmentations de salaire, ça c'est toujours vérifié dans l'histoire. La grève permet d'obtenir le rapport de force parce qu'elle prend le patron au portefeuille et qu'elle montre aussi la puissance du travailleur. En fait, la grève met en scène vraiment le mécanisme de la lutte des classes qui est qu'il y a ceux qui possèdent et ceux qui travaillent et que ceux qui possèdent n'obtiennent rien si ceux qui travaillent ne travaillent plus. Et d'ailleurs, moi je trouve que ça inverse complètement la grève. Pour moi, ça montre que en fait Ils ont besoin des travailleurs. Bah oui, ils ont besoin des travailleurs. En fait, ils ont plus besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Et d'ailleurs, dans l'histoire, hein, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu des patrons qui se sont barrés, qu'il y a eu le cas notamment en Argentine, il y a eu toute une vague de départ des patrons pendant une crise économique, ils se sont barrés avec, on va dire, leurs capitaux. Et puis, les travailleurs, eux, ils avaient les usines, ils avaient leur savoir-faire, et du coup, ce qui fait, c'est qu'ils ont relancé les usines et ils ont travaillé par eux-mêmes. Quand il y a un plan social, une des alternatives, alors qui est pas facile à mettre en œuvre parce que la loi n'aide pas, c'est que les salariés reprennent leur entreprise en coopérative. Et finalement, ça marche. Et voilà, la grève, pour moi, elle démontre qu'en fait, ce sont bien ceux qui travaillent qui font tourner l'économie. Contrairement à tous les mythes que ce sont les riches qui créent de l'emploi, etc. Bah non, la grève, déjà, elle met en scène cette puissance. Donc déjà, c'est une expérience collective très importante à vivre, où je trouve qu'il redonne de la fierté sociale, et puis surtout, pragmatiquement, c'est ça qui permet de faire plier le patronat ou un gouvernement. J'ai voulu commencer par un peu d'histoire parce que c'est tentant de croire que cette grande bourgeoisie pourrait changer, qu'ils se rendent pas vraiment compte, qu'ils exploitent les gens, qu'ils aggravent grandement la crise climatique, etc. Alors qu'ils le savent très bien. Et on fait comme si un dialogue était possible, alors que, c'est comme je sais plus si c'est toi ou Geoffroy de la Gannerie qui l'écrit, mais ça sert à rien de perdre du temps à essayer de convaincre les puissants. Ils réagissent qu'à une chose, la force. Comment est-ce que toi t'as réalisé que, les puissants ne répondent qu'à une chose, la force, et pas la violence, la force? La force, oui. Et la force entendue au sens un peu physique, c'est-à-dire opposer une force contre une autre. C'est comme ça qu'on obtient les choses. Ça n'implique pas forcément la violence physique, mais ça peut impliquer un rapport de force économique. La grève, par exemple, c'est pas de la violence physique, mais c'est comment tu prends le patron au portefeuille pour qu'il accepte de t'entendre. Je pense que moi, je l'ai vraiment réalisé à la fois moi-même dans mes expériences et puis ensuite dans la façon dont j'ai pu aider des organisations syndicales à travers mon boulot de sociologue du travail à faire face à des plans sociaux, par exemple. Ce que j'ai vu globalement, et je pense que plein de gens ont expérimenté ça, c'est que si au travail tu deviens un peu plus revendicatif, si tu montres que tu peux te barrer à tout moment, si tu mobilises tes collègues pour faire des menaces de grève par exemple, tout de suite t'as l'attention de ton dirigeant. Pour avoir quelque chose, il faut montrer qu'on peut poser problème si on nous dit non. Et donc c'est effectivement l'inverse du dialogue. Le dialogue, ça implique de discuter d'égal à égal. On peut dialoguer avec un copain parce que on est dans la même position, on n'a pas de domination l'un sur l'autre, et donc ce dialogue il est intéressant, épanouissant. Mais on peut pas vraiment dialoguer avec son patron, encore moins quand c'est une grande direction, même quand c'est un petit patron où on se dit a priori on est proches l'un des autres, les intérêts vont diverger. De domination. Oui, on n'a pas intérêt à jouer ce dialogue. Et effectivement, c'est Geoffroy de la Gannerie qui dit dans son livre Sortir de notre impuissance politique. Il dit qu'il faut arrêter d'être dans l'expression de son mécontentement, c'est-à-dire faire des manifestations tout en disant pourquoi le gouvernement ne nous entend pas. Il nous entend pas parce qu'il n'a pas intérêt à nous entendre. Et tant qu'on le contraindra pas à le faire, il le fera pas. Pourquoi il nous entendrait? Ça lui va très bien en fait, ce qu'il est en train de faire. Et il le sait. Enfin, ces gens le savent. Un patron qui baisse ses salaires, il sait que ça nous pose problème, mais lui, il sait qu'il en a besoin pour augmenter les dividendes de ses actionnaires. Voilà, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre entre guillemets. C'est de bonne guerre des classes. Faut arrêter d'être naïf par rapport à la façon dont ça se passe. Je pense qu'il faut vraiment sortir de notre naïveté. Et voilà, faut vraiment se dire que le dialogue, c'est ce qui nous a imposé par les dominants. Donc, dans les entreprises, on appelle ça dialogue social. Donc, ça consiste à toujours faire des réunions pour discuter. Et à la fin, le patron dit non. Ou alors, il dit, éventuellement, on peut y réfléchir, on peut créer un groupe de travail ou une commission ad hoc. Et le gouvernement fait pareil. Ça n'avance pas. Des commissions citoyennes pour le climat, Exactement. Les 18 débats nationaux qu'on a eu. Ouais.
Un autre moyen de réduire les inégalités, c'est les syndicats. Il y en a moins qu'avant. Et par exemple, si les Gilets jaunes n'ont pas obtenu de victoire politique, c'est peut-être en partie parce que ce mouvement populaire n'est pas passé par les syndicats. Mais un syndicat, en fait, ça permet de concerter, de structurer les revendications, de créer du lien aussi, de s'ancrer dans la durée et d'accroître ce rapport de force. Pour toi, pourquoi les syndicats, c'est un outil puissant pour réduire les inégalités? Déjà, pour une raison tout à fait pragmatique, c'est que quand tu crées une section syndicale dans ton entreprise, alors n'importe qui peut le faire, hein, faut savoir qu'il suffit d'être 2 pour créer une section syndicale. Okay. On peut trouver la marche là-dessus sur le site servicepublic.fr. En fait, c'est assez simple, et une fois qu'il y a une section syndicale, il y a tout un tas de droits qui sont associés. Notamment, par exemple, si tu es délégué syndical, tu as une protection contre le licenciement. L'employeur peut pas te licencier comme ça, ce qui évite en fait qu'on te mette sous pression. Pour ça, il doit faire voter les représentants du personnel, faire valider ton licenciement par l'administration. Donc, il est possible de te licencier, mais pas de façon arbitraire. T'es protégé, t'as le droit de parler à tous tes collègues, t'as accès à un certain nombre de documents, et l'employeur est obligé de négocier avec toi régulièrement sur, par exemple, le niveau des salaires. Donc, purement pragmatiquement, le droit du travail fait que c'est très intéressant d'avoir un syndicat dans son entreprise parce que ça contraint l'employeur à rendre des comptes. Alors, ça résout pas tout, mais c'est déjà une première chose. Ensuite, se syndiquer, c'est effectivement échanger des savoir-faire et sortir de l'isolement. L'isolement, c'est ce qui caractérise en fait la plupart des travailleurs, malheureusement. C'est-à-dire que chacun est dans son coin à subir des mauvais traitements ou des injustices. Et quand t'es tout seul pour le régler, souvent t'y arrives pas. Je dis toujours, il ne faut jamais aller seul à une réunion avec son patron. Il faut toujours se faire accompagner. Par exemple, un syndicaliste, ça sert à ça. Puis ensuite, au niveau macro, l'histoire montre que quand on avait des organisations syndicales fortes, elles étaient capables de faire ce qu'on appelle une grève générale, c'est-à-dire une grève qui concerne plein de secteurs en même temps, qui bloque l'économie et qui contraint le patronat collectivement à devoir lâcher des choses. Et puis on va dire, il y a le scénario idéal, qui est le scénario révolutionnaire, c'est une grève générale insurrectionnelle, c'est-à-dire que la grève concerne tous les secteurs de l'économie, elle entraîne le départ d'un gouvernement et peut créer du coup un changement révolutionnaire. Bon, ça, ce scénario, il a rarement eu lieu, mais il faut savoir que les grèves ont souvent participé des révolutions et que ça pourrait être un scénario à réenvisager. Après, ça veut pas dire que tout est rose, parce que moi je dirais attention quand même à pas trop enjoliver la réalité. Il se trouve que si le taux de syndicalisation a aussi réduit, c'est parce que déjà il y a eu une répression patronale forte contre les syndicats, c'est-à-dire que dans les faits, créer un syndicat, c'est aussi subir des pressions, c'est être mal vu, c'est voir sa carrière complètement bloquée, vous n'aurez pas de promotion, vous n'aurez pas d'augmentation de salaire. Et puis après, la baisse du taux de syndicalisation, elle est liée aussi au fait que les syndicats ont évolué et qu'il y en a beaucoup qui justement se sont mis à jouer le jeu du dialogue social. Et donc les syndicalistes deviennent des sortes de super bureaucrates qui passent plus de temps à discuter dans telle commission avec le patronat en obtenant des résultats très limités que des gens très combatifs. Donc il y a aussi ça. Malheureusement, il y a une mauvaise image des syndicats dans la société, mais qui est liée aussi à l'évolution réelle de ce qu'est le syndicalisme, qui est parfois un truc très très loin du terrain. Et ça, je pense que on a beaucoup de choses à rattraper en la matière. Et moi, je dirais pas qu'il suffit de se syndiquer pour tout résoudre. Il faut aussi changer les syndicats. Ok. Tu parles aussi des petits gestes du quotidien contre le capitalisme. J'aime trop l'expression, tellement on entend parler des petits gestes pour la planète, mais là c'est contre le capitalisme. Ça peut être pousser un coup de gueule à son député, menacer son fournisseur de porter plainte pour pratique abusive s'il en a évidemment, démissionner, mais aussi en faire le minimum au boulot, enfin suffisamment pour respecter ton contrat, mais le minimum. Ça ralentit la production, ça réduit les profits. On appelle ça petits salaires, petits horaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, ça, pareil, c'est en me penchant sur l'histoire du mouvement ouvrier que je me suis dit, il y a un truc qui a complètement disparu de nos mémoires, et on en parle de plus en plus, notamment parce que récemment, il y a un livre de Victor Cachard qui est sorti, qui s'appelle Histoire du sabotage. Le sabotage, on en a une image très romantisée. Ouais. Oui, voilà, c'est le sabotage, c'est poser des bombes. En fait, non. À la base, le sabotage dans le mouvement ouvrier, donc ça vient du terme sabot. Il y a deux origines. Ça peut être d'un côté le sabot qu'on fait tomber dans la machine pour bloquer les rouages, voilà, soi-disant accidentellement. Donc là, c'est vraiment le sabotage classique, mais c'est aussi traîner des pieds, traîner des pieds avec des gros sabots. L'idée de ça, qui a été encouragée notamment par la CGT à la fin du 19e siècle, c'était le sabotage comme méthode de reprise du pouvoir sur son travail. C'est-à-dire, je ne fais que ce qui m'est demandé, parce qu'après tout, pourquoi je ferais plus? Pourquoi je me donnerais plus pour quelqu'un qui m'exploite? Et actuellement, c'est une notion intéressante à revisiter parce que on est dans des organisations du travail qui encouragent beaucoup le surinvestissement. Donc en fait, on nous demande toujours de faire plus que ce pour quoi on est payé. Et moi, je pense qu'il faut un peu briser cette logique. Et c'est effectivement, alors à la fois briser cette logique pour ralentir la production, donc ça c'est au niveau macro, mais au niveau micro, c'est aussi pour s'éduquer soi-même à la lutte des classes. C'est quand je travaille pour quelqu'un d'autre, pourquoi j'en ferai plus? Pourquoi je me donnerai plus?
Parce que se donner plus, finalement, c'est quand on est tellement pénétré de l'idéologie capitaliste que on fait du zèle, en fait. Et puis ensuite, ça peut aller plus loin. C'est aussi que moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent dans des industries polluantes, par exemple, et qui le vivent de plus en plus mal. Et peut-être que eux, ils ont un rôle à jouer. Hein. On parle des petits gestes, effectivement, pour l'écologie. Peut-être qu'un des petits gestes pour l'écologie, c'est que les travailleurs des industries polluantes, ils dénoncent ce qui se passe, ils essaient d'en faire le moins possible, voire ils bloquent des machines. Tout ça, c'est possible. Actuellement, il y a une méthode de sabotage qui est utilisée par la CGT, justement, la CGT Énergie. Il y a des travailleurs anonymes, du coup, d'EDF, qui rétablissent le courant à des personnes qui pouvaient plus payer, qui font passer des hôpitaux ou des quartiers défavorisés en heures creuses pour qu'ils payent moins. Et le sabotage, faut savoir que c'est illégal, hein. C'est contraire à ton contrat de travail. Mais on voit bien que c'est un sabotage qui est positif, qui va faire perdre de l'argent à EDF et qui va en faire gagner aux plus pauvres. Donc je pense peut-être que chacun, on peut réfléchir dans notre coin, c'est quoi le sabotage qu'on peut faire qui aiderait à rétablir de la justice par rapport à la place où on est. Je pense que par exemple, il y a plein de conseillers Pôle emploi qui respectent pas les règles qui leur sont fixées de fliquer un maximum les gens parce qu'ils trouvent ça injuste. Et du coup, ils sabotent la procédure en facilitant par exemple l'accès à des allocations chômage plutôt que de fliquer les gens et de leur demander de rendre des comptes ou de leur couper leurs aides à chaque fois. Ah, et moi, j'encourage vraiment les gens à faire ça. Parce que ça, c'est comment dans son coin, on peut un peu participer à changer la société. Lutter contre les milliardaires, c'est aussi remettre de la joie dans la lutte. Ça peut être concrètement en ouvrant ou en soutenant des cantines populaires, des bistrots coopératifs, participer à des caisses de solidarité, se battre pour et pas seulement contre. Toi, cette idée de joie et, je veux dire, presque d'amour et d'entraide, ça t'évoque quoi? C'est devenu de plus en plus important pour moi. Par exemple, à Frustration Magazine, nous, on était beaucoup dans la colère. On disait, faut cultiver la colère. Alors, je le pense toujours, hein, faut se décomplexer par rapport à sa colère. On a raison d'être en colère. Ouais. Pour autant, je pense que pour se sentir fort collectivement, il faut qu'on ait envie d'être ensemble. Et donc, ça veut dire qu'il faut favoriser l'amour et la considération mutuelle. Et donc, si on veut se sentir exister en tant que classe dominée, dans notre diversité, parce qu'on a des profils différents, il faut déjà s'apprécier soi-même, donc déjà soi-même, mais aussi les autres. Donc, arrêter de se diviser, arrêter de traiter, je sais pas moi, les prolétaires de beaufs, ne pas être raciste, arrêter de diviser la France en fonction de son appartenance géographique. Il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Donc s'unir et puis effectivement s'entraider, parce qu'en fait l'entraide, c'est intrinsèquement anticapitaliste. Le système capitaliste, enfin les partisans du système capitaliste, ils voudraient que tout soit monnayable. Et l'entraide gratuite, ça va complètement à l'encontre de ça. C'est quand on aide quelqu'un, c'est un marché de perdu pour un potentiel capitaliste. Donc, pour moi, c'est important d'intégrer ça très fort. Et je le dis d'autant plus que dans les milieux militants, c'est pas vraiment le cas. On a des milieux militants où les gens, ils se détestent beaucoup mutuellement les uns les autres, ils se parlent très mal, ils ont un manque d'égard et de considération les uns envers les autres parce qu'ils pensent que la fin justifie les moyens et que le but c'est de gagner et pas de prendre soin les uns des autres. Et je pense que ça, c'est une erreur. Et je crois que le mouvement ouvrier était fort en France comme ailleurs quand il arrivait à former une contre-société, c'est-à-dire un endroit dans lequel on se sentait proches les uns des autres et on se sentait fort. Tout n'était pas rose, mais il y avait cette idée en tout cas qu'on s'estimait mutuellement. Mais sinon donc, les gens, ils ont pas envie de rejoindre le mouvement, quoi. Bah ouais, exactement. Faut que s'engager, ça soit quelque chose d'agréable à faire. Or, actuellement, je trouve que ça l'est pas. Je prends toujours l'exemple de, la dernière fois que je suis allé à une réunion politique, ça a duré de 20h à minuit et demi. Les gens faisaient que faire des tunnels hyper longs, répéter ce que le précédent avait dit, ou s'invectiver. Et j'ai passé un très mauvais moment. En plus, j'avais hyper faim. Donc je me dis, il y a un problème, quoi. C'est pas censé être t'es pas censé sacrifier ta soirée, ton appétit et ton humeur en s'engageant politiquement. Or, c'est exactement ce qui se passe le plus souvent. Donc, amener de la bouffe et des apéros. Pour commencer, et puis, bien se parler, se valoriser, s'intéresser les uns aux autres. Ça fait un peu niais dit comme ça, mais je crois qu'il y a du travail, en fait. Une clé dans la lutte des classes qu'on a évoqué dans le premier épisode, c'est de personnifier l'adversaire. Par exemple, il y avait un compte Twitter qui affichait tous les déplacements en jet privé de Bernard Arnault, donc le patron de LVMH, et accessoirement l'homme le plus riche du monde depuis peu. Et bien, sous la pression de cet affichage médiatique permanent, il a fini par vendre son avion. D'ailleurs, je crois qu'Elon Musk aussi, non? Ouais, c'est possible. J'avais trouvé ça hyper bien parce que non seulement, en fait, je trouve que ça éclairait sur leur mode de vie polluant, mais même leur mode de vie tout court. C'est-à-dire, moi, je trouve que ça les ridiculisait un peu. Parce qu'en fait, dans leur vol, on voyait des vols complètement absurdes, quoi. Un quart d'heure pour aller d'une maison en Bretagne à une autre maison en Bretagne, par exemple.
Ouais. On voyait aussi que c'est des gens, ils passent leur temps quand même à passer du bon temps, alors qu'ils prétendent être des gros bosseurs, mais bon, ils sont quand même très souvent sur la Côte d'Azur. Donc, je trouvais ça super bien, et je pense qu'il faut multiplier les initiatives de ce genre et parler de qui ils sont. Parce que si on le fait pas, si on n'incarne pas les dominants, on va avoir tendance à les chercher ailleurs. Donc, par exemple, le conspirationnisme, pour moi, ça vient de ce vide-là, c'est-à-dire qu'on n'incarnait plus les dominants, et donc on s'est mis à imaginer que c'était plutôt une sorte de complot mondial et secret, alors qu'en réalité, non, c'est des gens comme toi et moi qui juste la différence, c'est qu'ils sont très riches et qui possèdent énormément de choses. Mais c'est pas non plus des puissances occultes. Moi, je pense que les personnifier, c'est aussi un peu les ridiculiser. C'est aussi montrer qu'ils sont pas si forts que ça. C'est se rappeler que ce sont des individus et qui, comme tout individu, peuvent être neutralisés au sens de, on peut leur retirer les leviers qui font qu'ils sont si puissants. Et à la fin, je veux dire, à Walp, ils sont comme nous, quoi. Et ça marche aussi, par exemple, pour exposer les méfaits d'une entreprise et s'attaquer à sa réputation. Par exemple, les activistes de, Extinction Rébellion qui vont asperger de peinture les murs de PNP et Paribas. Tout de suite, si tu t'attaques à l'image de quelqu'un, d'une personne ou d'une multinationale, tu touches à leur porte-monnaie très vite. C'est hyper important. Il y a eu aussi une action de Greenpeace, notamment sur une AG de Total. Et je trouvais ça trop bien parce que dans leur action, les vidéos qu'ils avaient fait tourner sur les réseaux sociaux, on voyait les actionnaires de Total. Et d'ailleurs, on voyait que c'était des gens, enfin, du coup, ils les invectivaient, etc. et qui s'en foutent complètement d'enjeux climatiques, qui les insultaient, quoi. Pour eux, ils trouvaient ça ridicule. C'est les actionnaires qui insultaient les militants. Hein. Voilà, ils insultaient les militants en les traitant de tocards, en disant qu'eux, ils en avaient rien à foutre, etc. Je trouve que c'est bien de se rappeler ça, parce que ça permet aussi de se déniaiser. Quand on dit les industries pétrolières vont prendre leurs responsabilités, etc. Bah non, il suffit de voir leurs actionnaires pour voir que c'est des gens qui n'ont rien à taper, quoi. Quel message est-ce que tu voudrais faire passer à une audience de classe moyenne, voire supérieure, qui t'écoute ? Je dirais un peu, faut choisir son camp, quoi. C'est-à-dire, la bourgeoisie, elle a pour attrait de vous laisser imaginer une vie meilleure dans un système de valeurs qui vous valorise, etc. Je pense qu'elle fait beaucoup ça. Elle cherche à aimanter, notamment les plus diplômés, en leur montrant qu'une vie bonne est de son côté, quoi. Et moi, je pense qu'on a besoin plutôt de faire bloc contre elle. Et je crois aussi que c'est d'autant plus vrai face à la crise climatique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pas ceux-là qui vont nous tirer d'affaire. Or, on fera pas partie de ceux qui seront sauvés à la fin. Les bunkers que les grands bourgeois se construisent à travers le monde pour résister à des catastrophes, ils sont ouverts qu'à leurs semblables. Ce qu'on vit actuellement et notre génération, c'est un peu la grande bataille finale pour la survie de l'humanité. Face à cette bataille-là, il faut vraiment voir de quel côté on veut être et en qui on croit pour sauver la situation. Et moi, je pense que toutes ces études montrent qu'on ne peut pas croire en la grande bourgeoisie pour sauver la situation. C'est elle qui est responsable déjà. Donc c'est pas elle qui va changer les choses. Et elle en a ni la volonté, ni même la possibilité, je dirais, mentale, parce que ce sont des gens qui, depuis 10 générations, pensent qu'à accumuler. Et il n'y a pas de raison qu'ils changent maintenant. Et je veux dire, ils étaient au courant avant nous que les choses allaient mal tourner. Et pour autant, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'ils ont jamais été aussi riches. Et chaque année, ils ont jamais pompé autant, de nos impôts, de nos richesses, de nos ressources naturelles. Donc pour moi, l'équation est plutôt simple, quoi. Ouais. À côté de ton livre Parasite, tu es rédacteur en chef de Frustration Magazine, un magazine de la lutte des classes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, Frustration Magazine, c'est un magazine qu'on a fondé à toute petite échelle il y a 8 ans. Frustration, c'était vraiment un magazine qui a pour but de documenter la lutte des classes par le quotidien. Alors, la lutte des classes et les autres formes de domination, c'est-à-dire qu'on parle aussi de racisme et de sexisme. Donc, Frustration, le but, c'était de faire un média anticapitaliste qui soit très accessible, c'est-à-dire qui ne soit pas réservé qu'à des militants très chevronnés ou à des universitaires, par exemple. Ouais. Donc, ça implique vraiment de parler des situations du quotidien. On a un système d'abonnement participatif, c'est-à-dire les gens peuvent s'abonner et donner le montant qu'ils veulent par mois. Et maintenant, on est plusieurs à en vivre. C'est vraiment un média qui est là pour que les gens se sentent légitimes d'être en colère et de vouloir une autre société. Donc on travaille beaucoup là-dessus, que le lire fasse du bien et donne envie de changer les choses. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur des témoignages ou, je sais pas, l'impact que ton livre ou le magazine a pu avoir dans la vie des gens ? Justement, on est assez content. Frustration, nous, on reçoit beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux de gens qui nous disent « Merci, je me sens mieux. J'avais l'impression d'être tout le temps en colère et je m'en voulais pour ça. Et maintenant, ça a donné une légitimité à ma colère. » Ça, on l'entend beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent « Je me suis senti moins seul. » Et ça, pour moi, c'est le meilleur truc parce que pour qu'on change de société, il va falloir qu'on sorte de notre isolement. Et la solitude, c'est vraiment un truc qui est produit par le capitalisme. Et est-ce que tu as des histoires de gens qui sont passés à l'action, je sais pas, qui sont devenus syndiqués ? Oui, franchement, il y a des gens déjà qui ont changé d'opinion politique.
qui voient le monde avec les lunettes de la lutte des classes et qui le voient différemment. Oui, on a aussi des gens qui se sont syndiqués, on a des gens qui ont quitté leur boulot, de gens qui nous disent que, par exemple, maintenant ils utilisent le terme bourgeois au quotidien, ils essaient vraiment de bien l'utiliser, bourgeois, sous-bourgeois, donc ils utilisent les termes on les a pas inventés, mais disons qu'on les reconduit, on les diffuse, et que ça produit du coup des effets concrets qui convainquent des proches, donc ça c'est super. Merci Nicolas pour cet échange. Merci Pierre. Je vous conseille évidemment donc ton livre Parasite et d'aller voir Frustration Magazine. Si tu en veux encore plus sur les ultra riches, je te conseille les 2 autres Soif de Sens avec la célèbre sociologue Monique Pinson-Charlot, c'est l'épisode 58, ou plus récemment sur les domestiques des ultra riches, l'épisode 97. Ciao Nicolas, ciao tout le monde. Ciao.